Merci beaucoup, merci beaucoup. Désiré, welcome to Dakar. Bienvenue à Dakar, Désiré. Merci C'est un plaisir beaucoup. de t'avoir. Bonjour Alex, bonjour à tous à chapitre à Dakar. J'ai beaucoup d'amis dans le chapitre de Dakar, mais je veux parler en anglais en ce moment. Hello everyone, we're so thrilled to be celebrating the 25 years of advocacy in this open and global and so secure internet that we still have today. Alex, would you like to continue and say a few words? Or would you let me address? I think that we can just continue. We are very proud to be here. I think I let the floor to the people on the panel, and I give the floor to Mr. Olivier Sagna, which is a representative, and will be holding this panel with David Bekele. Bonjour à tous, et donc nous sommes vraiment heureux, le chapitre ISOC Sénégal, de participer à cette grande célébration mondiale de l'Internet, et avec ensemble, avec tous les panélistes, nous vous transmettons un chaleureux bonjour. 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 Happy birthday. Bonjour. Bonjour Désiré, ravi de te revoir. Bonjour Mouna. Voilà, donc je vais rapidement présenter le chapitre sénégalais dont je suis la présidente. Donc le chapitre sénégalais est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1999. C'était pour fournir un espace de dialogue entre les acteurs de l'économie numérique en matière de politique d'éducation, de formation technique et des principes directeurs liés à l'Internet à ses usages. Sa vocation principale, c'est de garantir une utilisation, un développement et une évolution ouverte de l'Internet au profit des utilisateurs au Sénégal et dans le monde grâce à son affiliation à ISOC Monde. L'association œuvre pour que l'éthique soit un raccourci pour instaurer dans la conscience collective sénégalaise le principe d'équité, d'égalité, de l'accès à l'Internet pour tous en général. De 1998 à nos jours, donc on a eu beaucoup de réalisations, mais je vais me focaliser sur 5 points principaux. Donc sur le capacity building, on l'a rappelé tout à l'heure, le premier INET francophone s'est tenu à Dakar, à Marche du Carré, 1998, et depuis on a organisé beaucoup de formations pour l'administration des réseaux, des nœuds Internet, pour les techniciens, mais aussi des formations pour les médias et les développeurs pour que l'Internet devienne une réalité et surtout que le contenu africain soit présent sur le net. On a aussi organisé le dernier atelier, donc le premier en 1998 et le dernier qu'on a organisé, c'est un atelier sur IPv6 qu'on a organisé en décembre 2016 avec Afrini. On a fait beaucoup de sensibilisation du grand public. La première édition de la fête de l'Internet au Sénégal s'est tenue en 1999. Et l'édition spéciale qui a marqué vraiment l'Internet au Sénégal, c'est l'édition de 2001 où on a noté la visite du président de la République, son Excellence M. Abdoulaye Wade. ISOC fait également du lobbying pour la baisse des prix de l'accès à l'Internet auprès des autorités. Elle a aussi créé une plateforme qui permet d'échanger avec les acteurs. Et aujourd'hui, on organise chaque année le forum sur la gouvernance de l'Internet. La 5e édition s'est tenue en mai 2007. Une cellule en 2009 en perspective pour préparer justement cette génération-là et pouvoir passer le relais. Les 5 membres du bureau élus viennent de cette Next Generation. Et en
perspective, je vais terminer sur ça parce que 2 minutes, c'est très peu pour dire 20 ans d'existence. Donc, les perspectives, c'est aujourd'hui, on a plus de 670 membres et la perspective qu'on a, c'est d'avoir une community manager pour pouvoir mobiliser l'ensemble de nos membres et avoir de l'animation des chapitres. Parce que ce qui était Internet d'hier, c'est pas Internet d'aujourd'hui, c'est pas ce qui intéresse nos membres. On va aussi vers plus de formation. On a mis en place un hub IETF. On appuie beaucoup sur la mise en place de la transition vers IPv6 et on a aussi des projets sur l'Internet of Things. Donc, on accompagne aussi les entreprises et les acteurs de l'écosystème. On peut citer le Digital Solidarity Forum. On a le Chapterton, on a des challenges et on a beaucoup de partenariats avec aussi bien le public que le privé. Et on a aussi des projets locaux qui sont financés par ISOC depuis que ISOC a commencé à financer avec des grants. Donc, on a deux gros projets sur lesquels on travaille. Le projet ID Dara qui se termine cette année et puis le projet Kaushi D qui permet de connecter les pasteurs. Donc, on est aussi en phase de créer une next generation pour avoir les moins de 25 ans et vraiment nous impliquer dans les écoles, les lycées et même les écoles primaires pour que cette génération-là de l'Internet puisse aussi avoir leur mot à dire et avoir leur voix. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Hello, Desiree. This is a message from ISOC Senegal. Yes, thank you very much. I'm very happy to be able to join your node here from Los Angeles. As you know, here we've been celebrating the 25 years all night together with you. And we also had this very good Internet Hall of Fame evening last night with inductees of the Internet Hall of Fame. So as we move forward together in the next 25 years with the Internet Society, we think we should all be working together, chapters and the community, to lead the way, especially chapters like the chapter of Senegal that has been doing great work in the African continent, but also as I see you around the world doing wonderful things. So I see you raise all important questions and challenges from what Maimouna was telling us, the difficulties with the Internet of Things, and all the other challenges that we have raised in our Global Internet Report. I hope you had an opportunity to follow other discussions that were taking place, as well as read the report. So we have, as I said, had a wonderful time here with our under 25 inductees, and we have a lot of hope that they also become part of our community and take these challenges forward. So we're all in this together, and I personally, like every other member of the ISOC community, look forward to working with you and everyone to address those challenges and move us and the Internet into a more secure, open, and global space that we know today. That's all from me now, but I'll stay online and continue to listen into your conversations. So have a very good morning from here in Los Angeles from me and everyone here around me. Thank you, Desiree. Hello to Los Angeles. We'll follow you at the end of the intercommunity days, maybe. I just give the floor now to David Bekele and Olivier Sagna to start the discussion with the panelists. Merci Alex, merci Désiré. C'est un grand plaisir d'être ici à Dakar, un des chapitres pionniers de l'Internet Society en Afrique. Je veux juste résumer un petit peu, très rapidement, les discussions qui ont eu lieu
à Dakar la matinée. Donc, on a commencé par la présentation d'Olivier sur l'histoire d'ISOC Sénégal, qui a presque 20 ans. Il a parlé du rôle important du chapitre pour le développement de l'Internet dans le pays, par la sensibilisation des pouvoirs publics, mais aussi du public en général, pour le développement de la technologie, mais aussi pour le développement de la communauté Internet au Sénégal. Et ce chapitre a aussi contribué à positionner le Sénégal dans le monde entier. Après, nous avons eu un panel sur le web du web aux réseaux sociaux. Une chose qui a été dite et qui est très importante, c'est que les réseaux sociaux ont permis à tout un chacun à devenir un écrivain et distributeur, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est une révolution qui a éliminé pratiquement le filtre qui existait au niveau des éditeurs pour le bien et pour le pire. Et c'est à nous de gérer cela. Le Sénégal a utilisé les opportunités des réseaux sociaux pour de bonnes choses, bien qu'il y a aussi quelques dérapages. Il a été dit qu'il y a eu de la législation pour un peu s'adapter à ce nouvel environnement. Le problème de fake news est un vrai problème, malheureusement, ici au Sénégal aussi, et qu'il faut prendre en compte pour l'avenir. Et les journalistes doivent redéfinir leur rôle dans ce nouveau monde. Les réseaux sociaux, un des commentaires qui a été dit est que les réseaux sociaux nous envoient des messages en permanence et nous empêchent de réfléchir et nous poussent à être que des consommateurs qui ne réfléchissent pas. Et c'est un problème sur lequel il faut réfléchir. C'est très difficile de résumer toute une matinée en quelques minutes, mais j'espère que ça va aider à ceux qui nous suivent sur le net pour savoir un peu d'où on vient. Donc maintenant, on va continuer la discussion. Donc on a un panel. Il faut peut-être présenter le panel avant de poursuivre. Je peux commencer par la gauche. Moi, c'est Adam Sow. Je suis du monde des médias, globalement, des médias traditionnels, avant peut-être de basculer maintenant les médias numériques. Je travaille aussi en ce moment sur la question de la protection des données personnelles, qui est aussi une question importante. Merci. Bonjour, je suis Koura Fall, je suis spécialiste des technologies. J'ai travaillé depuis 1994 disons, au développement des outils numériques, commençant par le BIP. Jusqu'à aujourd'hui, je gère un centre d'appel qui est dans les téléservices, exclusivement à l'export. Et j'œuvre également dans tout ce qui touche la société civile et le numérique. Et également, comme je dis, je suis multi-stakeholder people. So, je suis dans le domaine depuis maintenant 23 ans. Je n'ai pas les 25 ans d'anniversaire, mais depuis 23 ans, je suis dans le domaine du numérique. Merci. Je me présente aussi. Je suis David Bakalla. Je suis directeur du bureau régional pour l'Afrique pour l'Internet Society. Et le co-modérateur de cette session est Olivier. Bonjour, je m'appelle Olivier Sagna. Je suis professeur d'université, mais je suis ici en tant que, je dirais, militant de l'Internet, comme membre fondateur du chapitre sénégalais d'Internet Society, et également un des responsables d'une organisation sœur, Osiris, qui travaille maintenant depuis plus de
20 ans à la promotion d'Internet et des technologies de l'information et de la communication au Sénégal, et donc le co-modérateur avec David de ce panel. Et je passe la parole à Maïmouna. Bonjour, rebonjour. Donc, Maïmouna Diop. Je suis actuellement présidente du chapitre sénégalais d'Internet Society, donc depuis le mois de mars dernier, à l'occasion de la dernière élection. Donc, je suis ingénieure en informatique et on va dire, je suis activiste d'Internet depuis des années, depuis toute petite. Bonjour, je suis Amadou Top. Je suis un des membres fondateurs du chapitre sénégalais de ISOC. Et ensuite, j'ai dirigé un certain nombre de structures qui ont beaucoup contribué au développement des usages, notamment par la création de serveurs, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Et je suis aussi le président de l'Observatoire sur les systèmes d'information au Sénégal. Je suis le doyen du groupe. Merci. Pour vous dire un peu comment ça marche, nous avons un horaire très strict parce que nous avons une marge de 50 minutes. En fait, on a utilisé une partie de ces 50 minutes et nous devons répondre à 3 questions principales. Donc, Olivier et moi, on va se relayer pour demander des questions. Et comme ça se fait en direct, on n'a pas de flexibilité et quelquefois, on est obligé à vous couper si la conversation va trop loin, et j'espère que ça se passera très bien. Donc, je passe la main à Olivier pour demander la première question. Oui, merci David. Donc la première question qu'on va poser à nos 4 panélistes, qui auront en gros 3 minutes pour y répondre, c'est: est-ce que l'Internet du futur va créer des ponts entre les sociétés et les cultures, ou bien est-ce qu'au contraire, on va vers de plus grandes divisions entre ces sociétés et ces cultures du fait de l'utilisation d'Internet? Donc, je vais donner la parole à notre doyen, Amadou, qui va nous apporter sa réponse, sa vision. Merci Olivier. D'abord, pour moi, l'Internet du futur peut être réinterrogé. On parlera d'Internet tout court. Il y a maintenant la continuation de l'expérience et de l'aventure Internet. Ce qui va très probablement nous intéresser pour le futur, c'est les usages qu'on va en faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'outil Internet, la plateforme Internet, le réseau Internet a atteint une certaine maturité. Et ce qui va vraiment être intéressant pour le futur, c'est comment est-ce que les usages vont se faire, comment est-ce que les peuples, comment est-ce que les populations, comment est-ce que les gens vont s'approprier cet outil-là. Et si on regarde un peu, si on a un regard sur les 20 dernières années, on se rend compte que c'est vrai que les technologies vont très vite et avancent à un rythme effréné, mais les populations arrivent à suivre et arrivent à inventer de plus en plus de solutions et de moyens d'appropriation de ces technologies-là. Et ce qu'on constate surtout, c'est que chaque groupe social, en réalité, sait maintenant utiliser l'Internet pour accéder au monde de la communication en règle générale, au monde d'échange d'informations et de savoir-faire. Et chaque communauté l'utilise comme plateforme pour que sa propre identité aille rejoindre celle des autres. Et je suis tout à fait à l'aise pour dire que il n'y aura pas de choc de civilisation à travers l'Internet. Il y aura plutôt une grande complémentarité. Ça va être un outil qui va se perfectionner et les populations vont de plus en plus utiliser ces différents moyens pour leurs usages quotidiens. Ça, c'est mon avis. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, Amadou, justement, que en favorisant
l'émergence de communautés autour de différentes problématiques, que ces communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et que les gens parlent entre eux et oublient de parler à ceux qui appartiennent à d'autres communautés. Ce n'est pas vraiment ce qui est constaté actuellement. Les communautés s'identifient, c'est vrai, mais les communautés ont toujours besoin d'avoir une reconnaissance de la part des autres communautés. Et ce qu'on constate dans l'Internet aujourd'hui, c'est que les communautés n'utilisent pas l'Internet pour se parler entre elles. Elles l'utilisent pour se faire reconnaître au plan par les autres communautés. Elles utilisent un moyen subtil et puissant de communication qui simplifie ce qui est la nature même des hommes. Nous avons besoin de communiquer. Ça, c'est la première des choses. Quelle que soit la situation historique dans laquelle nous nous sommes trouvés, quel que soit le peuple que nous sommes, nous avons besoin de communiquer entre nous et avec les autres. Nous avons besoin d'échanger. Ça, c'est la deuxième vocation de toute communauté humaine. Et enfin, nous avons besoin de trouver un moyen de résister dans la lutte pour la survie, qui est également une des dimensions à laquelle nous devons tous nous adapter. Et sur ces trois éléments-là, l'Internet offre à chaque peuple la possibilité de jouer sa partition. Et sous ce rapport-là, je pense que nous n'allons pas nous recroqueviller, nous allons tous comprendre que nous avons besoin d'aller vers les autres. Et quand on regarde comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est différents usages, mais qui tous arrivent à une certaine communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle on ne s'inquiète pas de savoir que c'est Facebook ou YouTube ou Twitter qui est utilisé. Ça, c'est un outil. Mais si vous entrez dedans, vous voyez que les gens communiquent entre eux et avec les autres à travers cet outil-là. Et je pense que ça va continuer dans le futur. Merci Amadou. Donc, Maïmouna, même question. L'Internet du futur, on va vers de plus grands rapprochements entre les différentes sociétés et les cultures, ou bien tu vois justement des risques de division, d'affrontement? Quel est ton point de vue? Merci beaucoup, Olivier. Moi, je dirais que le futur de l'Internet, moi, je ne m'aventurerai pas à dire ce sera, parce que pour moi, le futur de l'Internet, ceux qui vont le créer ne sont pas encore là, et les usages qu'on va en faire, on ne les connaît pas encore. Quand on voit le développement aujourd'hui de l'Internet des choses, des objets, on se rend compte du potentiel énorme de l'individu à la communauté, à la ville, aux technologies. Je veux dire, on ira jusqu'à quand je mets ma machine, mon habit dans la machine à laver, c'est la machine qui choisira le programme qu'il va mettre en fonction de l'habit. Donc, on ne sait pas où on va. Pour moi, il faut qu'on garde cette dimension humaine de l'Internet, qui reste humaine. C'est pour moi le plus important. Et que la partie culturelle, qu'on aille vers ce que Senghor appelait, Senghor, c'est notre ancien président de la République, le premier président sénégalais, qu'il appelait la culture universelle. On a une culture universelle de fête aujourd'hui. Quand je m'habille le matin, je vais aux États-Unis, en France, à Séoul, je vois toujours des gens qui sont habillés pareillement que moi. Donc, on est dans un monde, on va dire, qui est le même partout, pratiquement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je continue avec Senghor, c'est que nous puissions, nous, Africains, accéder à cette modernité-là sans piétiner notre authenticité. Rester nous-mêmes. Mais je pense que là, c'est vraiment là le challenge. Comment rester nous-mêmes? Et pour moi, c'est en développant des contenus qui sont adaptés à nos besoins. C'est en ayant les outils aux enfants, en leur donnant à ces enfants-là qu'ils puissent créer leur monde à eux, dans leur culture, et puissent enrichir le monde. Parce que pour moi, la diversité et l'ouverture, c'est aussi un enrichissement au niveau du monde. Chacun va y gagner. Il ne faut pas qu'on reste dans un monde où on a toujours du contenu venant de l'extérieur et qu'on s'adapte en fonction de ce contenu-là. Mais qu'on crée nous-mêmes nos contenus. Que nos gouvernements s'intéressent davantage à l'Internet, à l'industrie d'Internet, qui mettent davantage d'argent dans la recherche, qui mettent davantage d'argent dans
dans l'éducation pour que nos enfants demain puissent avoir leur mot à dire. Donc pour moi, l'Internet va plus nous rapprocher, mais en gardant cette dimension humaine. Pour moi, on reste des hommes. Et il faut qu'on reste des hommes. Il ne faut pas qu'on devienne des machines ou juste des données. Je veux dire, quand tu passes devant un truc, on te scanne et voilà, on sait qui tu es, machin. Donc, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est vraiment cette dimension humaine. Il faut qu'on garde cette dimension humaine et que la culture soit au centre de l'Internet. Pour moi, si on le fait, chacun y gagnera et ce sera un futur parfait pour tout le monde. Merci Maïmouna. Donc que la culture soit au centre de l'Internet, ça nous permet d'aborder une autre question autour des médias. David. Merci Olivier. Un problème qui préoccupe de plus en plus le monde, je pense, ces derniers temps, c'est le fait de la multiplication de fake news et la question qu'on peut se poser, est-ce que l'Internet fera des institutions neutres, des médias et du journalisme impartial une chose du passé et quel sera l'impact sur la société de ce changement? Donc, j'aimerais appeler peut-être Adama pour qu'il parle de ça. Merci beaucoup. Pour moi, je pense que la presse, les médias d'une façon générale, sont au bord du précipice. C'est-à-dire qu'ils font un pas inconscient, ils tombent dans le précipice, ils font un pas en arrière, ils analysent la vie. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la fonction des médias, la première, elle est perdue par les médias aujourd'hui. La fonction d'information initiale, qui est quand même, c'était le vrai pouvoir du journaliste, c'était le matin de se réveiller et d'être dépositaire de ce qu'on appelle l'information. Maintenant, il n'informe plus seul. La preuve au Sénégal, depuis 2 ans, par exemple, si on donne le cas du Sénégal, moi je fais beaucoup la veille média, pratiquement tous les grands médias sénégalais, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse en ligne, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, de plus en plus, les sources de ces médias viennent des réseaux sociaux. Moi, je suis journaliste, je le pratique tous les jours. 2/3 des informations que nous traitons en tant que journalistes classiques, des médias classiques, nous viennent plus de nos propres sources, mais de l'agrégation qui nous vient des citoyens qui postent sur Facebook. Par exemple, nous, on traite parfois, un accident arrive ici, un citoyen fait un Facebook Live de l'accident, et tout de suite, nous, le média, on reprend ça en rédaction, on traite et on diffuse à la télévision. On utilise les extraits vidéo de ce citoyen. Donc, l'impartialité, la neutralité, à mon sens, ça va être absolument du passé. Je pense que le flux d'informations qu'il y a aujourd'hui, qui ne vient pas des flux traditionnels des médias, fera que forcément, le média perd totalement son impartialité. Je pense que la neutralité, ça va être du passé, à mon sens, pour la simple raison que le flux d'informations, le fait que le citoyen n'est plus consommateur de l'info, mais il est producteur de cette information, fait que, en réalité, lui-même, il prend position déjà. Et comme lui, il va de plus en plus prendre le pouvoir sur le pouvoir d'information des médias, vous voyez, donc la neutralité, je pense que ça va être absolument du passé. Quel est l'impact maintenant? À mon sens, on va vers une recomposition de ce que l'on appelait le journalisme. C'est-à-dire que le journalisme tel que nous, on le définit, on le vit aujourd'hui, et il est en train de devenir autre chose. Cette autre chose-là, c'est quoi? Comment nous, on va s'adapter? C'est ça la grande question. Comment les médias vont s'adapter à cet écosystème numérique et digital? C'est ça le grand défi. Parce qu'aujourd'hui, les médias comme CNN, comme France Télévisions, comme NHK Japon, etc., vous voyez, ils investissent les réseaux sociaux comme BBC, ils s'adaptent, ils anticipent, par exemple, le Facebook Live,
a beaucoup changé la façon de faire la télévision depuis 2 ans, depuis 1 an et demi. Toutes les grandes télévisions, que ce soit CNN et jusqu'à la plus petite chaîne du Sénégal, en fait, utilisent Facebook Live pour anticiper, pour ne pas perdre la main. Mais de plus en plus, si on ne garde pas la main sur ça, sur cette dynamique, on va la perdre. Parce que déjà, on a été battu sur la première mission qui est de l'information. Merci beaucoup. Ça fait un peu peur, mais c'est quoi l'impact de tout ça sur la société? On avait avant peut-être les médias qui nous disaient un peu ce qui était vrai. On avait un peu confiance quand même parce qu'on savait que s'ils disaient quelque chose et c'est faux, il y avait quand même les lois, etc., qu'on peut utiliser contre elles, contre eux. Mais maintenant, il y a n'importe qui peut se lever et dire quelque chose qui est tout à fait faux. Il n'est même pas au Sénégal et on n'a aucun recours. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a des milliers de gens qui l'écoutent et qui vont peut-être retweeter ce qu'il a dit. Et ça devient quelque chose qu'on ne peut vraiment pas contrôler. Donc, ça, on peut voir même du point de vue individuel. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un vous accuse de quelque chose et vous n'avez aucun pouvoir contre ça? C'est quoi l'impact sur la société? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler de ça très vite? Maïmouna? Ok. Oui, je pense que pour ce qui est de pacte, vraiment, il ne faut pas non plus se tromper. En réalité, ce qui se passe sur Internet n'est qu'une manière de reproduire ce qui se passe dans la vie de tous les jours, en utilisant tout simplement des outils d'accélération et des outils de généralisation plus commodes. C'est tout. Mais en vérité, que nous le voulions ou pas, tout ce qui se fait et se dit sur Internet se fait et se dit dans le monde réel. D'une autre manière, le monde s'adapte et c'est adapté à ce qui se disait sur le monde réel. Il y a eu toujours des écarts dans le monde réel. Et quand les pouvoirs ont pu tenir le reste des citoyens en les éloignant du pouvoir de décision sur l'information, ils l'ont fait. Avant que l'imprimerie n'arrive, il y a eu des moines copistes qui avaient, n'est-ce pas, la possibilité de diffuser le savoir à travers ce qu'ils écrivaient. Avant eux, les scribes de l'Égypte pharaonique étaient les dépositaires du savoir et de la volonté du pharaon. Par la suite, on avait des outils pour communiquer et ils étaient toujours entre les mains de groupes plus ou moins intéressés à les tenir. C'est tout. Aujourd'hui, nous avons un outil qui donne la chance à tout le monde d'être récepteur et émetteur. Et c'est ça l'intérêt. Le fait d'être émetteur et récepteur est déjà un élément extrêmement important dans l'évolution de l'Internet. Mais en plus de cela, Internet donne des outils à l'émetteur maintenant. C'est ça la nouveauté avec le Web 2.0. C'est-à-dire qu'il nous donne maintenant des outils. Parce que jusqu'à une période, encore il y a une dizaine d'années, on pouvait être émetteur mais ne pas disposer d'outils nous permettant d'émettre au même niveau que les autres acteurs. Et on était handicapés. On était toujours, donc, d'une certaine manière, consommateurs, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, cette situation est en train d'évoluer parce qu'il y a des outils qui permettent à chacun d'être émetteur et récepteur. Et quelles que soient les évolutions, y compris quand on sera dans le monde des IoT, de l'Internet des objets, quand on sera avec une généralisation de l'intelligence a accès à des outils leur permettant de communiquer. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir utiliser cette situation-là. Évidemment, comme toute société organisée, il faut mettre des garde-fous, mais ne pas non plus se tromper
pensant qu'on peut gérer cette situation-là avec des outils du passé. On ne peut pas les gérer avec les règles juridiques du passé. C'est impossible. C'est un autre monde, c'est une autre réalité et c'est une autre réflexion qu'il faut mener. Ça, c'est mon sentiment. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. J'admire votre optimisme dans ce sens et je pense que ça nous encourage, en fait, ça nous amène à penser au garde-fou, comme vous dites, que les sociétés doivent créer de nouvelles technologies qui amènent de nouvelles réalités auxquelles, comme vous dites, des structures du passé, des lois du passé, etc., ne le permettent pas. Juste très très vite, une question. Donc, nous avons vu la puissance du journalisme du citoyen, qui s'assure qu'ils ont une éthique professionnelle. Est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de choses avec le citoyen, qui n'est peut-être pas formé, qui n'est peut-être pas là, donc qui n'est pas sous une tutelle d'association, etc. Peut-être je reviens à vous, Adama, très vite, si vous pouvez répondre à cette question. Oui, c'est le défi d'ailleurs que nous avons, nous, certains d'entre nous qui manageons d'ailleurs au quotidien la presse, c'est l'avènement de ces cyberactivistes un peu qui prennent la fonction des journalistes. Par exemple, les cyberactivistes ont réussi quelque chose d'extraordinaire au Sénégal et un peu en Afrique. C'est les groupes des Basile, des Cherfal, de ces icônes, des blogueurs qui sont devenus de vrais cyber, les Madame Fall et autres. Mais le problème qu'ils ont, et c'est aujourd'hui le défi d'ailleurs sur Internet au Sénégal, tu as une opposition entre les journalistes des médias traditionnels que nous sommes et ces jeunes blogueurs qui ont pris la plume maintenant et qui font le travail journalistique aussi à la base. Voilà, on a deux écoles, deux groupes qui se font face en réalité. C'est vrai qu'il y a... Nous, on veut que, même s'ils apprennent, ils veulent faire de l'information citoyenne, mais qui respectent l'éthique et la déontologie qui sont liées un peu à la production d'une information publique. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un minimum de règles d'éthique et de déontologie auxquelles on voudrait quand même que les cyberactivistes, les jeunes blogueurs, quand même, s'imprègnent pour même être crédibles. Parce que les fake news au Sénégal, c'est devenu pratiquement un tiers des infos. C'est énorme. C'est énorme. Et ça vient des réseaux sociaux, c'est porté parfois, c'est relayé. Par exemple, avant-hier nuit, il y a un blogueur célèbre à Dakar qui fait partie des plus suivis comme blogueur, mais qui a donné une information fausse en annonçant le décès d'une personnalité politique imminente au Sénégal avant-hier, et c'était pas vrai. Mais malheureusement, ce blogueur a été repris pratiquement par tous les réseaux sociaux et même quelques sites d'information, alors que l'information était fausse. Parce qu'il n'a pas triangulé, il n'a pas utilisé des règles de journalisme à la base, qui est de trianguler, de vérifier, etc., etc. Donc, nous appelons que les blogueurs, les cyberactivistes, utilisent aussi les bonnes techniques journalistiques pour être crédibles. Sans cela, ils vont commettre le grand complot pour justement enfoncer les fake news qui commencent à être un grand problème ici. Au Sénégal, nous avons 300 sites Internet. Souvent, au quotidien, le tiers des infos, je parle sous le contrôle de mon temps, le tiers pratique des infos est fausse. C'est énorme. Donc, voilà le problème aujourd'hui qui est quand même réel. Bien, alors nous arrivons un peu vers la fin de cette discussion. On va aborder une troisième thématique. Tout à l'heure, Maïmouna a évoqué la civilisation de l'universel, dont le président Léopold Senghor était le chantre.
Il parlait aussi, et je pense que c'est important, d'une civilisation du donner et du recevoir, parce que justement la position dans laquelle Afrique, Sénégal et Afrique, d'une manière générale, doit se positionner, vraiment la situation du donner et du recevoir. Alors, dans quelle mesure les diverses cultures vont-elles pouvoir adopter l'Internet sans craindre de perdre leurs propres valeurs? Peut-être on va passer la parole à Koura, qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle voit les choses. Merci Olivier. Effectivement, la diffusion numérique a transformé déjà nos activités aussi bien économiques et surtout nos pratiques sociales. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les outils numériques font partie de nos pratiques quotidiennes, tout en modifiant nos façons d'agir. Culturellement, si on prend les statistiques, on a 55% des internautes sénégalais qui utilisent WhatsApp. On en a parlé tout à l'heure. 55%, donc 4 700 000 de Sénégalais, pour la plupart entre 16 et 25 ans, qui utilisent ces outils. Et ce ne sont pas, il faut que les gens sachent que ce ne sont pas ces outils qui s'adaptent à nous, mais c'est nous qui devons incorporer ces outils dans nos vies quotidiennes pour arriver, comme j'ai dit, à de nouvelles expressions culturelles. Je vais prendre un exemple Sénégal au niveau de Facebook. Il y a ces 2 journalistes d'ailleurs qui ont eu l'initiative de créer un club qui s'appelle Ladies Club, qui est une plateforme fermée de femmes, d'échanges, d'idées, d'expériences et surtout pour faire aussi la promotion des produits et services et surtout des rencontres et des partenariats fructueux entre les femmes. Ce club comprend 10 000 femmes qui sont membres de ce groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des ponts de plus en plus. Aujourd'hui, on dit, est-ce que l'Internet va permettre de créer plus de ponts? Mais aujourd'hui, on a ce pont qui est créé parce que au niveau de culturellement, moi, je prends mon exemple. Il y a une fête religieuse le mois dernier, qui est la fête de Tabaski. Il fallait avoir un certain nombre de denrées pour pouvoir bien fêter. Et j'ai pas hésité à aller sur le club pour trouver une personne qui faisait la promotion de jus locaux, par exemple. Donc, pour dire que aujourd'hui, on a avec cet Internet, les cultures s'adaptent vraiment à l'Internet. Et comme je dis, ce n'est pas toujours l'Internet qui s'adapte, mais c'est nous, on l'incorpore. Donc, nos valeurs propres sont préservées. Parce que, en fait, ça ne reflète que les besoins culturels, les expressions culturelles de chacun à travers donc ces outils. Ouais. Bon, mais merci Koura. On va arriver vers la fin et après David fera une petite synthèse de ce qui a été dit pour les gens qui nous écoutent. Mais donc, Maïmouna, est-ce qu'il n'y a pas justement ce risque malgré tout que nos valeurs culturelles soient diluées tellement je dirais la pression qui vient de l'extérieur, les influences sont nombreuses. Est-ce que finalement l'Internet n'est pas un danger pour nos cultures, je dirais, qui ne sont pas des cultures dominantes, parce que à l'échelle mondiale, il y a des cultures dominantes. On a la culture nord-américaine, pour pas dire la culture américaine, qui tente d'imposer ses valeurs, sa vision des choses sur le monde. Nous avons des cultures très riches en Afrique, ce n'est pas la question, mais justement, nous n'avons pas cet accès aux différents médias, aux canaux d'information, ce qui fait que nous sommes dans une situation quelque part, en tout cas, de domination ou du moins d'infériorité. Donc, est-ce que c'est pas un risque et est-ce qu'il n'y a pas un risque autour de cette question? Merci beaucoup, Olivier. Donc, je vais dire que c'est dans les deux sens. Autant c'est une chance, autant c'est une menace. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est une chance pour que nos cultures puissent continuer à exister, parce que voilà un outil qui nous permet de garder, d'avoir justement cette sauvegarde de nos cultures.
de pouvoir partager ce qu'on a de plus, ce qu'on a de différent. Et je vais citer juste un exemple de la diaspora où j'ai connu des gens qui sont d'une contrée lointaine du Sénégal et qui ont pu quand même, grâce à cet outil-là, permettre à leurs enfants de voir un peu comment est-ce qu'on continue à vivre là-bas, quelles sont les valeurs culturelles qu'il y a chez eux, tout en vivant à l'extérieur. Donc, je pense que c'est aussi une chose. Évidemment que c'est une menace parce que c'est une société de consommation, donc il y a beaucoup de publicité, il y a beaucoup de marketing derrière. Donc, mais c'est à nous, encore une fois, de créer les contenus qui font que aujourd'hui, moi, je vais juste donner un exemple sur cette opportunité-là, c'est le commerce électronique. Vous l'avez dit ce matin, pendant tout le temps qu'on avait fait les stratégies sur le développement du numérique, etc., on avait pensé le commerce électronique avec de grands serveurs, des outils de paiement, etc. Aujourd'hui, ce que je vois, moi, c'est que le commerce électronique marche très bien au Sénégal. La monnaie, le paiement ne pose aucun problème parce que tu payes à la livraison et tu payes cash. Et la marchandise, on te l'amène. Si ça te convient pas, on te ramène autre chose. Donc, je pense que les gens ont adapté le commerce à leurs besoins et surtout à leur niveau de développement. On n'a pas la possibilité de payer par une carte bancaire. OK, la personne va payer à la livraison. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui de sociétés de livraison qui sont des livraisons rapides. Tu veux livrer quelque chose à quelqu'un, tu l'appelles, il te le livre et tu le payes. Et ce paiement-là est inclus dans le prix. Et quand ça ne te convient pas, tu le renvoies et on te ramène autre chose. Donc, je pense qu'il y a une adaptation et une adaptabilité qu'on n'a pas aujourd'hui assez mesurée. Je veux dire, on avait fait les scans ICT. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse déjà à voir quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer ces impacts-là. Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer l'utilisation, les usages? Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer cette transformation? Parce qu'il y a une transformation sociétale, mais on ne sait même pas ce qui se transforme tellement ça va vite. Tous les jours, ça change et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit mesurer. Je pense qu'il faut qu'on s'asseye un moment et qu'on regarde vraiment quels sont les indicateurs qui puissent nous permettre de suivre cette évolution-là qui est très difficile à suivre parce que ça va dans tous les sens, ça innove tous les jours et surtout les gens s'adaptent et les technologies. La manière d'utiliser WhatsApp, je suis sûre que le créateur de WhatsApp n'avait jamais pensé qu'on pouvait utiliser WhatsApp pour tous les usages qu'on utilise aujourd'hui, en tout cas dans nos pays. Merci Maïmouna, je pense qu'on peut retenir le point positif, c'est qu'aujourd'hui il y a une véritable appropriation, je dirais, de cet outil qui nous est venu complètement d'ailleurs, qui à l'origine est complètement étranger. Et maintenant, il est approprié, il est reformaté dans son utilisation par les Sénégalais et par les Africains. Donc, on arrive au terme de ce panel et on va demander maintenant à David de nous faire un petit peu une synthèse pour faire ressortir un certain nombre de grandes idées qui ont été présentées. D'accord. On me dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais faire une synthèse vraiment très courte. Donc, ce que j'ai pu constater de la discussion, c'est que tout le monde est d'accord que l'Internet a un impact sur nos cultures, qu'on le veuille ou non. C'est pas quelque chose qu'on peut changer. Il est là et il faut nous adapter. Le point positif, c'est toutes les cultures peuvent l'utiliser. Donc, c'est ce qui est peut-être pas le cas avec d'autres médias qui privilégient peut-être quelques cultures dominantes. Ici, même les cultures les moins dominantes peuvent l'utiliser pour s'exprimer. Mais ça vient aussi avec des dangers comme le fake news et c'est quand même assez impressionnant que un tiers des informations sur l'Internet au Sénégal sont fausses, ce qui est quand même alarmant. Et je pense la conclusion qu'on peut faire, c'est qu'il faut nous adapter. Comme toute technologie, ça vient avec les opportunités et avec les défis. Et je pense ça nous amène à dire
peut-être l'Internet Society Sénégal, pour ces 25 années, a travaillé pour les défis, pour amener l'Internet à tout le monde. Et la jeune génération a un nouveau défi pour s'assurer que cet outil qu'on a maintenant sert à évoluer positivement nos cultures, à nous aider économiquement, etc. Donc, c'est un grand beau défi pour la relève de l'Internet Society Sénégal. Merci beaucoup aux panélistes. Olivier, tu as deux mots à dire avant de passer la main peut-être? Non, pas spécialement. Je pense à ça nous dit que l'internet évolue en permanence et que c'est effectivement la responsabilité des jeunes et des moins jeunes d'être toujours alertes, d'être toujours vigilants, je dirais, pour ne pas avoir des mauvaises surprises que peut présenter Internet, mais également pour être capable de profiter, je dirais, des opportunités formidables qu'il nous offre. Merci à tous nos panélistes. Désiré, j'espère que nous avons rempli notre mission. Il nous reste quelques minutes et nous voudrions partager avec vous ces quelques minutes pour rendre un peu hommage à tous les fondateurs de l'Internet, du moins ceux qui ont travaillé un peu à la mise en place d'Internet. Et je vais appeler donc David Bakele parce que nous avons, grâce à David, mis en place, donc pu obtenir des attestations de reconnaissance que David va pouvoir remettre avec l'assistance de Aminata Tassi, qui est secrétaire général du chapitre, qui va peut-être se rapprocher de lui. Je crois que ce sera mieux, hein, avec un petit micro que je vais vous tendre. Et on va mettre une petite musique de fond pour appeler les témoins à qui David va remettre ces différents panels. Merci, M. Corentin. J'appelle M. Amadou Top. Membre fondateur de ISOC Sénégal et président de Osiris aussi, et un des acteurs incontournables du développement de l'Internet du Sénégal. Merci Amadou pour tout ce que tu as donné à la communauté. Voilà. Monsieur Morsen Chirara. Morsen Chirara, un des premiers ISP au Sénégal et qui continue encore réellement à assurer cette fonction et aujourd'hui a encore des ambitions pour toute la jeunesse et toute la communauté. Merci encore Morsen. Depuis 20 ans parmi nous. Monsieur Mamoundao. Monsieur Mamoundao qui a créé aussi avec nous le ISOC et qui après Télécom Plus a vu d'autres cieux et nous est revenu pour en faire revenir encore, contribuer encore au développement de l'Internet au Sénégal. Monsieur Mohamed Diop. Le plus connu d'entre nous, Désiré verra sûrement avec plaisir Mohamed, hein, qui est le premier registre francophone de l'Afrique, hein, Mohawel, qu'on connaît bien et qui était au bord de ICANN et qui a beaucoup contribué aussi dans toutes les communautés que nous avons eues. Monsieur Mohamed Tidiansek. Qu'on ne présente plus, mais je crois qu'il est un peu dehors. Si quelqu'un peut l'appeler, je crois qu'il est au téléphone, mais on va continuer. On continue avec monsieur Olivier Sagna. Bon, il a animé avec brio cette session, hein, comme à son habitude. C'est notre mémoire. Je prends monsieur Alex Corentin. Merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour le chapitre sénégalais. Et notre très chère présidente, Adjane Maïmouna Diop. Et à titre posthume, je vais remettre à la présidente les certificats de Michel Mavros et Aline Badara Kamara.
Je voudrais que pour ces deux personnes, passer le micro à Amadou Olivier pour un témoignage. Peut-être donc, je voudrais commencer par la seconde personne que l'on a citée. Bon, il y a beaucoup c'est pas un reproche dans cette salle. Ils n'ont peut-être pas connu Alioune Camara, mais c'était vraiment un de nos grands frères qui a fait toute sa carrière au CRDI, et c'est lui qui s'est battu au sein du CRDI pour que voit le jour l'initiative Acacia. Et à travers l'initiative Acacia, il a permis à toute une série de projets ici au Sénégal de se développer. Le Trade Point Sénégal